Bonjour, bienvenue sur cette émission spéciale de TV Solidarité qui va être consacrée au secteur de l'aide à domicile. Nous avons aujourd'hui comme invité Ixchel Delaporte, qui est journaliste, documentariste et qui est l'autrice de Dame de compagnie, Immersion au pays de la vieillesse, avec laquelle nous allons passer cette heure pour discuter des problèmes du secteur de l'aide à domicile et qui va nous apporter son témoignage sur cette immersion. Vous aurez bien sûr l'occasion de poser des questions derrière votre écran, nous y répondrons lors de la conclusion. Et je vais vous présenter tout de suite Christelle Jaubert, journaliste, qui va animer cet échange. Bonjour, merci Stéphane Fustek. Alors vous êtes responsable de la CGT du service à la personne. Astide, vous apporterez votre expertise. Ixchel Delaporte, bonjour. Alors, comment est né ce travail? Qu'est-ce qui a motivé une telle immersion? Alors, d'abord, c'est parti d'une observation, c'est-à-dire que quand j'étais enceinte, j'ai eu mon petit garçon, donc je sortais aux heures auxquelles sortaient les personnes âgées. Et du coup, je me suis retrouvée à marcher dans la rue et à me rendre compte qu'en fait, il y avait plein de personnes âgées qui marchaient dans la rue, mais pas toutes seules, accompagnées. Et puis, ça fait longtemps que j'apprécie beaucoup les personnes âgées. Voilà, c'est une population qui m'intéresse. Et petit à petit, ça a fait son chemin et je me suis dit que la meilleure manière d'approcher la vieillesse, c'était de devenir moi-même auxiliaire de vie, de me mettre dans la peau d'une auxiliaire de vie. Donc le point de départ, c'est vraiment d'abord approcher la vieillesse, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire vieillir aujourd'hui en France ?
Et après, une fois que j'ai fait l'immersion, c'est aussi la question des conditions de travail qui est devenue très prégnante, puisque c'est aussi beaucoup ça qui m'a frappée et qui a été vraiment très difficile à vivre, même pour moi au quotidien, en tant qu'auxiliaire de vie, aide à la personne, pour les personnes âgées. Très bien. Sans formation aucune, vous avez été embauché très rapidement par des entreprises privées de services à la personne. Alors d'abord, est-ce que ça vous a étonné et ensuite, qu'est-ce que ça dit de notre société, de la situation faite aux personnes âgées, mais aussi de la position de ces entreprises d'un point de vue social, qu'est-ce qu'elles font de leur personnel et comment elles les traitent, et voilà. Donc, oui, j'avais pas d'idée préconçue en fait au départ sur comment ça allait se passer l'embauche. Je me disais que probablement ce serait pas trop difficile, mais j'avais vraiment pas anticipé ça, donc j'ai pas vraiment caché le fait que j'étais journaliste. J'ai proposé un CV dans l'idée d'une reconversion qui leur a pas semblé quelque chose de trop étonnant. Et effectivement, quand j'ai commencé à envoyer des CV dans les entreprises privées, j'ai eu beaucoup de retours assez positifs et j'ai obtenu des entretiens d'embauche assez rapidement. Alors ça n'a pas donné lieu à des embauches tout de suite pour tout, mais ne serait-ce que pour le troisième entretien d'embauche, j'ai été embauchée tout de suite. Le fait que j'ai pas de formation, ça n'a pas posé problème, plus que ça, parce que aussi je mettais en avant le fait que je m'occupais de ma mère, qui était aussi âgée et qui, suite au décès de mon père, était seule. Donc ça leur plaisait bien en fait. Et pour ce qui était de la formation, ça a posé strictement aucun problème. C'est-à-dire que la première personne de laquelle je me suis occupée avait la maladie de Parkinson, une maladie de Parkinson déjà très avancée. Et bon, voilà, la question, elle ne se posait pas de savoir si j'avais des connaissances médicales sur la maladie de Parkinson, si j'étais apte à m'occuper de quelqu'un qui pouvait tomber, qui tremblait. Enfin, tout ça n'a pas du tout été abordé. Le fait aussi que j'ai un permis de conduire, c'était un plus, parce que dans la profession, la question du permis de conduire, il y a peu de femmes qui ont le permis de conduire, donc je pouvais aussi conduire les gens. Donc j'ai été embauchée à temps partiel tout de suite, sans formation. D'accord. Sur cette question de la formation, Stéphane effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement courant dans ce secteur qui connaît déjà une grosse pénurie de main-d'œuvre, et pour cause, mais on en parlera tout à l'heure, des conditions de travail, du salaire. Moi, ce qui m'a frappé dans votre ouvrage, c'est que, au-delà du travail de la journaliste, j'ai l'impression que ça a été une grande claque pour vous, que vous avez ressenti au plus profond de vous-même toute la violence sociale que subissent ces salariés. Ça a été ma première réflexion quand j'ai lu cet ouvrage, qui m'a renvoyé au travail de face à face qu'on fait dans cet endroit et qui, des fois, nous fait rencontrer des personnes qui sont dans une grande fragilité, une grande précarité, et c'est parfois à la limite du supportable. Oui, c'est vrai qu'on est peu de choses. Et il faut pas grand-chose pour le ressentir, en fait. C'est-à-dire qu'on a des tâches, on nous dit en gros quelles tâches on doit faire. On est là pour faire à manger, accompagner une dame, faire des sorties, faire éventuellement des toilettes. Alors là, c'était un petit peu le flou, c'est-à-dire qu'on me disait que j'avais pas trop le droit d'en faire, mais que je pouvais en faire quand même. Bon, donc ça fait partie des choses que j'ai compris après, en fait, que je n'avais pas le droit d'en faire officiellement parce que c'était dangereux. S'il arrivait quelque chose à la personne, je pouvais être responsable de ça. Néanmoins, j'ai fait, pour plusieurs personnes, j'ai fait des toilettes. Je me suis occupée de laver des gens. Mais ce qui m'a frappée aussi, c'est-à-dire que la partie qu'on connaît le plus, c'est les tâches techniques en fait, c'est-à-dire donner à manger, laver la personne, aller la promener un peu ou sortir faire des courses, la lever, la coucher. Et en fait, tout ce qu'il y a entre tout ça, ça n'existe pas. Et moi, c'était ça qui me semblait le plus important, en fait, c'était la relation avec la personne âgée. Et tout ce que j'ai mis là-dedans, ça a été effectivement beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention envers ces personnes. Et je pense que beaucoup d'auxiliaires de vie le font et prennent soin de cette personne et qu'une vraie relation très intime se crée très vite, tout de suite, parce qu'il le faut, parce qu'en fait, on est dans l'urgence, parce qu'il faut que ça marche tout de suite. Et que cette partie-là du travail est complètement
ignorée de la part des employés, en fait, des entreprises, plutôt des entreprises privées. C'est-à-dire que les entreprises privées, pour elles, ça ne fait pas partie vraiment de ce qu'on vous demande, quoi. Bon, c'est sous-entendu, mais c'est pas dit comme ça, alors qu'en fait, c'est un investissement moral et psychologique qui est quand même très fort. Et plus, évidemment, l'engagement physique, proprement physique, qui est aussi très usant. Mais moi, c'est ça qui m'a énormément frappée, en fait. C'est l'attachement qui se fait entre deux personnes qui partagent un quotidien et une intimité, et que ça passe complètement à l'as, et c'est pas du tout rémunéré, en fait. Mais justement, humainement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, au contact de ces personnes âgées, malades ou dépendantes? Et bien justement, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a affaire à autant de personnes âgées. Chaque personne âgée a sa spécificité, en fait. Comme quand on a affaire à des enfants, c'est la même chose, en fait. C'est qu'on a affaire à des personnalités différentes. Donc, en fait, c'est à nous de nous adapter à des gens qui, parfois, au départ, vont être extrêmement, par exemple, froids, ou qui ne veulent pas vous voir, qui sont un peu en colère, qui sont en colère contre la vie, qui sont seuls, et qui en ont marre aussi de voir passer un tas de différentes auxiliaires de vie, parce que ça bouge tout le temps, en fait. C'est un peu l'usine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très évident. C'est qu'en fait, à chaque fois, il faut remplacer des personnes qui partent en arrêt maladie. Donc, en fait, les personnes âgées elles-mêmes, elles passent leur temps à devoir aussi s'adapter à des nouvelles personnes. Donc, tout ça, ça crée de la tension. Donc, ça dépend à qui on a affaire. Effectivement, il y a un effort à faire pour aller vers, en fait, pour s'adapter vers les personnes âgées qui ne sont pas forcément dans la demande. La demande ne vient pas forcément d'elles. Parfois, ça vient des proches. Parfois, on ne leur pose pas la question. Parfois, ça vient d'un CCAS, d'une mairie. Donc, la prise en charge, elle est... voilà, il y a une adaptation terrible. Et ça, c'est... tout le monde ne peut pas faire ce métier. Et tout le monde ne peut pas avoir la capacité d'adaptation qu'il faut, qui est nécessaire dans ce métier-là. Moi, je me souviens d'une dame, la première fois, elle m'a fermé la porte au nez, elle ne voulait pas que je rentre. Donc, il a fallu vraiment trouver des astuces. Et puis finalement, je la faisais rire. Après, on rigolait ensemble et elle était contente de me voir. Et le jour où je lui ai dit que peut-être j'allais partir, elle s'est mise à pleurer parce qu'en fait, l'attachement, il avait été très rapide tout de suite. Donc, on a quand même affaire à des êtres humains qui sont fragilisés, qui sont parfois isolés, qui sont en fin de vie. Il faut voir quand même qu'on est dans une fragilité plus. C'est pas de la fragilité de peut-être à un moment dans la vie où on est un peu déprimé, ou je sais pas, on se casse une jambe, on a besoin d'une auxiliaire de vie. Là, on est vraiment dans la vieillesse, dans la dépendance installée, et faire face à ça, c'est pas évident. C'est pour ça que je dis toujours que je me suis rendu compte que être auxiliaire de vie pour les personnes âgées, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça demande peut-être pas une formation, mais un savoir-être et un savoir-faire que beaucoup de femmes ont acquis pendant des années d'expérience, et à qui on donne toujours le même salaire au bout de 15 ans, en fait, et à qui on ne reconnaît aucune compétence, alors qu'en fait, elles ont des compétences très fines, d'un savoir-faire très fin, en fait. Et ça, c'est quelque chose, oui, qui m'a beaucoup frappée, et aussi l'attachement des auxiliaires de vie envers les personnes âgées, au point même de faire des heures pas payées, en fait. C'est-à-dire que quand il y a un certain temps donné, c'est un peu l'usine, on doit pointer. Il y a des téléphones qui font pointer, ou alors on doit faire signer une feuille. Et pour passer d'une personne à une autre, des fois on prend du retard, parce qu'en fait on ne peut pas tout faire en 1 heure ou en 2 heures. Et la personne qui fait ce travail-là, elle finit 1 heure ou 2 heures plus tard. Donc en fait elle aura travaillé 1 heure ou 2 heures par jour plus tard, gratuitement. Et pourquoi ? Parce qu'elle est attachée aux personnes âgées et qu'elle ne lâchera jamais ces personnes âgées. Justement, Stéphane, sur cet aspect humain de la relation de travail, qu'est-ce que les aides à domicile que vous recevez ici, dans ce local syndical, vous font part de cet attachement, ou comment ça joue ?
Effectivement, le témoignage d'Ixchel est ce qu'on vit au quotidien. Et c'est cette non-reconnaissance de la dimension relationnelle qui pose un problème, le problème central d'ailleurs de ce métier, parce que comme dans beaucoup de métiers à dominante féminine, oui, il faut se former, il faut apprendre, c'est pas totalement inné. Et puis surtout, il faut que ça soit reconnu, ce qui n'est pas le cas. Voilà, on est à un stade où il faut aussi se poser la question de l'intérêt d'avoir un secteur lucratif dans l'aide à domicile, parce que comment concevoir faire des profits sur une réponse à des besoins fondamentaux, comme l'aide à domicile, au bien vieillir, au bien vivre, et la question du temps forcément repose sur cette logique, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de production où il n'y a plus d'humanité. Et c'est quelque chose qui est très mal vécu par les auxiliaires de vie qu'on rencontre, qui sont chronométrés, géolocalisés et qui vivent ça très mal, parce qu'effectivement, une relation humaine, ça ne peut pas se limiter à une intervention d'une demi-heure. Ça peut être des besoins supplémentaires à satisfaire. Et cette frustration, au même titre que la non-reconnaissance de l'utilité sociale des métiers, est la chose qui revient le plus souvent dans les discussions qu'on peut avoir avec ces professionnels. Et ça, il faut absolument qu'on arrive à y remédier, parce que on a des salariés maltraités, précarisés d'un côté, mais on a de l'autre côté du miroir des usagers, des clients, on appelle ça comme ça pour le secteur lucratif, qui ne sont pas satisfaits. Effectivement, changer d'auxiliaire de vie, c'est une violence. Chaque changement est une violence, une période d'adaptation. Et pour l'avoir vécu à titre personnel avec ma mère, voilà, chaque nouvelle intervenante, c'était un temps d'adaptation important, des difficultés, on repartait à zéro. Et puis on se rendait bien compte qu'on avait, et ce n'était pas leur faute, des auxiliaires de vie qui n'étaient pas suffisamment formés. Moi je cite toujours l'anecdote, parce qu'il faut savoir en rire aussi, d'auxiliaires de vie qui faisaient cuire des merguez dans un micro-ondes. Donc n'essayez pas, c'est pas bon. Mais effectivement, il faudrait qu'il y ait quand même un minimum de formation, qui est aussi un gage de reconnaissance. Alors, dans votre ouvrage, vous abordez longuement la question des conditions de travail des aides à domicile. Dans les grandes lignes, comment les qualifieriez-vous Alors déjà, peut-être ça serait intéressant de brosser un peu le portrait robot d'une auxiliaire de vie en France aujourd'hui. Le salaire est autour de 900 €, entre 900 € et 1300 €. Il varie en fonction de si elle est à mi-temps ou pas, sachant que souvent, c'est des temps partiels imposés. Que cette auxiliaire de vie-là est souvent famille monoparentale, donc s'occupe seule de ses enfants. Et que souvent aussi, elle peut être, alors je n'ai pas de données précises là-dessus, mais beaucoup d'origine étrangère. Donc c'est un cumul de fragilité. C'est vraiment un portrait robot qui est problématique parce que, comme vous l'avez très bien dit, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'on fait une agrégation de fragilité, c'est-à-dire comment des personnes fragiles, précarisées, dont le travail est explosé, atomisé, puisque c'est des horaires fragmentés aussi, peut s'occuper sereinement et calmement et décemment d'une personne elle-même fragile déjà. Mettre deux fragilités ensemble, ça me paraît explosif, ça me paraît dangereux même. Il y a beaucoup, on parle beaucoup de maltraitance, alors ça m'a fait rigoler parce que quand j'ai été embauchée dans une des entreprises, on m'a beaucoup parlé de la charte de la maltraitance, que fallait vraiment que je signale si jamais il y avait des questions de maltraitance, si j'observais de la maltraitance de la part d'autres professionnels et que je devais être moi-même très attentive à ça. Mais en fait, nous, on était maltraités en tant qu'auxiliaires de vie et nous, on était au bord de la maltraitance en permanence du fait des conditions de travail. Donc, c'est extrêmement hypocrite, en fait, de la part des entreprises de venir vous mettre une pression là-dessus, alors qu'en fait, elles ne vous laissent pas le temps de faire correctement le travail. Les conditions de travail, c'est avoir un planning, recevoir votre planning et voir que vous devez partir à 8 heures et que de 8 à 9, de 9 à 10, de 10 à 11, tout s'enchaîne sans avoir une seule minute pour le déplacement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu le planning, j'ai dit, mais en fait, à quel moment vous comptez mon temps de déplacement ?
Il n'y en a pas là. Donc je suis censée me téléporter d'une personne à une autre comme par magie. Comment je fais? Je vais être forcément en retard. Comment je gère ce retard? Bah, vous vous débrouillez, hein, comme tout le monde. Vous avez un petit battement, vous êtes un petit peu en retard, vous rattraperez. Ça posait de problème à personne en fait. Et personne ne dit rien. Donc en fait, tout se décale, ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est un problème quand on a sa propre voiture et qu'on a des remboursements de frais kilométriques. Les frais kilométriques, c'est pas toujours les mêmes selon les entreprises. Il y a 7 conventions collectives différentes dans le milieu de l'aide à la personne sur les entreprises à but lucratif. Rien n'est égal en fait. Chacun fait un petit peu comme il veut. On n'a pas les mêmes droits, les mêmes accès aux mutuelles. On n'a pas... Et donc, comment on fait en fait? C'est-à-dire, déjà en tant qu'auxiliaire de vie, comment on sait? À quel moment on connaît ses droits? À quel moment on sait ce à quoi on a droit? Quand j'ai commencé à parler de ces histoires de planning avec d'autres auxiliaires de vie, elle me disait non, mais il suffit que tu ailles voir le patron, tu lui dis que tu as besoin d'un peu plus de battements et puis il va t'arranger ça. Donc c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on s'arrange. Et j'ai très vite compris qu'il y avait des relations interpersonnelles entre certaines salariées et le patron. Et que tout ça en fait c'était de la manipulation pour faire aussi en sorte, pour mettre la pression les unes sur les autres et éviter justement qu'il y ait une fronde en fait qui se passe. C'est un métier qui est très pratique de ce point de vue-là pour les entreprises puisque les femmes se croisent très peu et qu'elles ont très peu d'occasions en fait de partager leurs problèmes en fait. Moi j'en ai eu quelques-unes parce que on avait des transmissions, donc je remplaçais certaines, donc pendant le temps où on faisait le ménage ensemble, on pouvait échanger certains mots. Le nombre de femmes qui m'ont dit les problèmes de santé qu'elles pouvaient avoir par rapport au fait qu'elles se baissent, par rapport au fait qu'elles font des gestes répétitifs, par rapport au fait qu'il n'y a pas de formation à proprement parler. Moi, j'en ai pas reçu sur les gestes à ne pas faire, par exemple, pour ne pas se blesser, ce qui est la base, en fait. Sur les 8 mois d'immersion, jamais, pas une seule fois, on m'a demandé comment ça allait. On ne m'a pas demandé si ça se passait bien, si j'avais des problèmes par rapport à certaines maladies. Je n'ai reçu non plus aucun retour pour savoir si mon travail était correct ou pas. Le seul moment où j'avais des retours, c'est quand je disais que je voulais démissionner. Donc, pourquoi tu veux démissionner? Ça se passe bien, tout va bien, personne ne se plaint de toi. Oui, mais d'accord, mais en fait, je suis payée 300 € par mois. Donc, je fais quoi en fait avec 300 €? Est-ce que ça, je peux vivre avec? Ça ne vous pose pas de problème? Donc je le faisais un petit peu, pas trop, parce que je restais dans le rôle de l'auxiliaire de vie qui ne va pas forcément avoir cette répartie-là. Mais à la fin, quand même, je le raconte dans le livre, dans une des démissions, je leur dis vraiment, parce qu'elles voulaient vraiment me pénaliser et pas me laisser partir et me prendre un bout du salaire parce que j'avais pas, soi-disant, fait le temps nécessaire avant la démission, etc. Enfin, elles me cherchaient des poux avant de partir. Je leur ai dit, mais franchement, vous vivez, vous, avec 350 € par mois? Ça faisait des mois que je leur demandais de m'augmenter les heures, en fait, et ils ne le faisaient pas. Donc, voilà. Et je crois que dans ce que vous dites, il y a plusieurs points qui sont importants. Il y a la question du temps, qui est vraiment la question du secteur. La question du temps productiviste, tel qu'il est envisagé par les entreprises, alors qu'on est dans l'humain. Il y a la question du temps des intervenantes, parce que là aussi, on a imaginé des dispositifs savants pour que le temps passé entre deux missions, le temps passé dans les transports soit totalement gommé, puisqu'improductif. On a fait un petit calcul très simple, en admettant que les temps de transport soient rémunérés, à raison d'1 heure par jour. Pour une auxiliaire de vie, c'est 7 000 € de plus sur une période de 3 ans. Et je me dis que, au-delà de la revendication salariale qui est bien légitime, si on respectait le code du travail, on aurait déjà des rémunérations plus élevées. Sauf qu'on est dans un contexte social où on a totalement désagrégé le droit du travail. Le code du travail, qui était un outil de protection, aujourd'hui permet toutes les souplesses possibles dans les entreprises, avec des accords qui peuvent être dérogatoires. Et on en arrive à ce scandale de salariés qui ont des amplitudes de 12 ou 13 heures par jour pour 4 ou 5 SMIC rémunérés dans ce même temps. Et donc les témoignages qu'on a, nous, c'est le sandwich pris dans la voiture, de faire le tour des lignes de métro l'hiver pour rester au chaud. C'est ce genre de choses qui sont inadmissibles. Et puis le deuxième point que je relève, c'est effectivement l'absence de collectif et effectivement l'isolement des salariés grâce aux nouvelles technologies. Maintenant, on pointe avec son téléphone portable, on est fliqué, géolocalisé pour savoir si on ne fait pas un détour.
Et tout ça crée cet isolement qui rend la tâche des syndicats difficile. C'est comment recréer ce collectif que les entreprises ont savamment détruit. On n'a pas trouvé la réponse, même si on y travaille. Et c'est bien dommage parce qu'on se rend compte que le collectif immédiatement fait prendre conscience des contraintes, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes isolé, y compris dans un domicile qui n'est pas le vôtre et qui est inviolable au demeurant. Donc il y a un gros travail à effectuer sur cette question de l'isolement. On a les réseaux sociaux qui nous permettent parfois de faire circuler un peu d'informations, mais on n'a pas encore trouvé de vraies solutions pour que ces salariés qui cumulent toutes les précarités, vous avez raison, puissent à un moment unir leurs forces pour qu'on arrive à faire avancer les choses. Sur la sinistralité dans le secteur, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, Stéphane, puisque je crois que les chiffres sont assez édifiants. Un seul mot, c'est une catastrophe. Une catastrophe puisque le taux de sinistralité est 3 fois plus élevé que dans tous les autres secteurs. Et puis surtout, à contresens de l'histoire et de ce qui se passe dans les autres secteurs, ça augmente. Alors que partout, même dans les professions où la pénibilité, entre guillemets, est un peu plus spectaculaire, ça recule. Parce que effectivement, comme XL le pointait tout à l'heure, absence de formation les plus élémentaires, à la gestuelle, c'est tout à fait inadmissible et ça a des conséquences directes. Voilà. Et ça fait des années que ça dure. Alors on a quelques politiques qui s'en préoccupent parfois, mais qui oublient aussi vite le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a des salariés dont la moyenne d'âge est de 10 ans de plus que dans les autres secteurs. Ça se termine généralement très vite par des inaptitudes. Et on a des salariés qui, autour de 48, 50 ans, se retrouvent privés de travail, mais définitivement parce que le corps a craqué. Forcément, quand il est soumis à autant de contraintes, on le paye rapidement. Un sociologue me disait, mais dans le bâtiment, il faut 10 ans pour s'abîmer au travail. Dans le secteur des services à la personne, c'est 2 ans en moyenne. C'est dire à quel point il faut trouver des solutions, mais de façon urgente. Je ne parle pas de long terme, c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse bouger les lignes. Justement, Michel, dans votre ouvrage, vous semblez dire que la seule issue pour bien des femmes, pour justement avoir des temps de pause et laisser leur corps se reposer et peut-être aussi leur esprit, c'est l'arrêt maladie. Bah oui, c'est ce qui m'est arrivé en fait. C'est ce qui m'est arrivé sans que je le voie venir parce que au bout d'un moment, dans tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure, de passer d'une personne à l'autre, je me reconnais très bien dans le sandwich parce que je mangeais un sandwich en plein hiver entre 2 personnes en marchant parce que vous n'allez pas venir manger un sandwich devant la personne. Donc tout ça, c'est usant, c'est très fatigant. Et donc faire le ménage, les préoccupations aussi d'essayer de faire que les gens se sentent bien et donc d'être très dispo. On fait qu'au bout d'un moment, moi, je dormais plus en fait. J'étais très stressée, j'avais une grosse anxiété qui a commencé à se développer, mais j'ai pas trop fait attention. Je pensais plus qu'à mes histoires de planning qui changeaient souvent. Donc du coup, j'étais obligée de me refaire moi-même une sorte de débriefing le matin pour pas me tromper en fait, pour aller de chez telle personne à telle autre, parce qu'en fait, ça avait changé, parce que je devais moi-même remplacer une collègue qui était en arrêt maladie. Et à un moment donné, j'étais très fragile, je sentais que je pleurais facilement. Et puis, c'est mon compagnon qui m'a dit là, en fait, tu es en burn-out. Et alors que je savais bien que je faisais une immersion, je savais bien que j'étais journaliste. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, je suis plus auxiliaire de vie que journaliste parce que je ressens ce qu'elles vivent, ces femmes. Je suis dedans. Et j'ai été obligée. C'est-à-dire que ça m'était impossible le lendemain d'y aller à la prestation que je devais faire. Je ne pouvais pas y aller, ce n'était pas possible. J'étais au bout du rouleau et j'ai été obligée d'appeler mon médecin pour me faire arrêter en fait, avant de complètement décrocher. Donc finalement, mon expérience s'est arrêtée avant terme et malgré moi en fait, vraiment. Et ça, c'est quelque chose où j'ai mesuré un temps court, mais j'ai mesuré la violence qui est faite aux salariés et j'ai mesuré aussi effectivement à quel point c'est la seule issue à un moment donné, de pouvoir ne pas perdre son travail et en même temps
prendre un petit peu de recul et être compris par le médecin qui, évidemment, en général, vous arrête, quoi. Mais ça revient vite. La question, elle revient vite parce que vous ne pouvez pas être arrêté ad vitam aeternam et que voilà, c'est pas possible de continuer à percevoir le salaire à ce niveau-là pendant 3 ou 4 mois et qu'on vous presse aussi pour reprendre ou pour changer de branche ou pour choisir, quoi. Mais c'est vraiment ce qui m'a frappé dans votre ouvrage, c'est qu'on aurait pu se dire, une journaliste en immersion va prendre le recul nécessaire. Et en fin de compte, et on le ressent très fort en lisant le livre, c'est que vous avez été rattrapé par cette violence, en fin de compte, et de plein fouet, vous l'avez vécu, ce qui est en 8 mois. Oui, et 8 mois, c'est court et long à la fois, parce qu'en fait, dans ce milieu-là, j'ai l'impression que, comme vous le disiez tout à l'heure, au bout de 2 ans, en fait, on est vite rattrapé par le stress, par la fatigue, etc. Et moi, il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup dans la difficulté de ce secteur, en fait, à se sortir, que je trouve un peu moribond, en fait, que je trouve vraiment à bout de souffle, c'est que on est pressé par le temps, mais démographiquement, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste le caprice des auxiliaires de vie qui veulent être payés plus, c'est le fait que d'ici 20 ans, en fait, on va doubler la population dépendante, elle va doubler. Et donc, en fait, c'est demain, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faudrait s'occuper de ces questions-là. Et en fait, quand on voit que Emmanuel Macron décide d'enterrer la loi Grand Âge qui était censée venir abonder pour améliorer les conditions de travail aussi et améliorer les salaires, et qu'on voit que ça a été mis sous le tapis à 4 mois des élections présidentielles, on se dit, mais en fait, c'est un genre de loi qu'il faudrait faire quand on démarre un mandat. Parce que c'est une loi exigeante, c'est une loi nécessaire, et c'est une loi, effectivement, la question, c'est quelle société on veut. Est-ce qu'on veut une société qui protège les personnes les plus fragiles ou pas, en fait. Et cette question-là, elle n'est pas posée en ces termes-là. Et moi, ça me désespère de me dire qu'on ne se pose pas la question de comment on va vieillir d'ici 20 ou 30 ans, que ça va nous arriver à tous, en fait, le vieillissement. Et que moi, je ne souhaiterais pas être maltraitée. Je ne souhaiterais pas que des personnes maltraitées me maltraitent. Enfin, donc, du coup, les questions, elles sont très urgentes aujourd'hui. Et c'est vrai j'ai du mal à voir à quel moment ce niveau d'urgence, il n'est pas pris en compte, il n'est pas pris en considération. Justement, alors, vous en avez un petit peu parlé, mais qui sont les aides à domicile que vous avez pu côtoyer et quel est le rapport à leur métier? Parce qu'on voit bien les difficultés des conditions de travail, de tenir tous les bouts de la relation aussi avec ces personnes dépendantes. Mais justement, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il leur reste? Quel sens cela peut-il avoir? Alors, pour celles que moi j'ai pu croiser, que j'ai pu rencontrer, en fait, c'est beaucoup des auxiliaires de vie qui sont arrivés dans le métier, pas par choix, mais par nécessité plutôt. C'est pas un métier qu'on choisit par vocation. Peut-être qu'il le devient, et ça peut devenir une vocation en le faisant, parce qu'effectivement, c'est un métier très fort humainement. Mais quand on arrive là, c'est vrai que c'est plutôt des femmes déjà d'une quarantaine d'années qui arrivent dans le métier, qui peut-être se sont occupées de leurs enfants, ou alors qui veulent faire une reconversion. Et effectivement, elles arrivent là par défaut, et elles ne mesurent pas souvent la charge physique et mentale que ça va être. Une fois qu'elles sont dans le métier, si elles arrivent à trouver quelque chose de positif, ça serait la reconnaissance de la part des personnes âgées elles-mêmes, parce que s'il y en a une et une seule, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que quand vous avez des personnes âgées qui vous disent merci, qui vous disent vous êtes mon rayon de soleil, merci de venir, merci d'être là, j'aime bien quand vous êtes là, j'aime bien discuter avec vous, le plaisir de sortir, d'aller faire un tour. Parfois, c'est quand même, on est les seules personnes que ces personnes âgées voient dans la journée. Donc, ça va très loin, c'est-à-dire on représente beaucoup finalement, on représente l'extérieur. Moi, j'avais l'impression de faire ce va-et-vient entre deux mondes, entre le monde de l'intérieur, de l'intimité, un peu fermé, un peu étouffant peut-être parfois, un peu peut-être mal tenu parce qu'on se laisse aller aussi dans l'isolement, et d'être le pont avec l'extérieur, et donc de venir donner des nouvelles de ce qui se passe dehors, même si c'est là, c'est dans la rue, c'est dans la ville, dans le quartier.
le temps qu'il fait. Donc tout ça, on apporte un vent d'extérieur, un vent un échange, quoi. On est là pour faire un échange et c'est de ça qu'on a besoin. Nous, les êtres humains, on vit pas en fait sans échange. On existe dans le regard des autres. Donc c'est effectivement ça prend une dimension extrêmement forte en fait pour les personnes âgées. La place de l'auxiliaire de vie, elle est essentielle. Quand j'ai discuté avec certaines auxiliaires de vie, je me suis aperçue aussi que certaines d'entre elles avaient accompagné les personnes âgées jusqu'à la fin. Ça veut dire jusqu'au dernier souffle. C'est parfois même pas les enfants qui sont là. C'est l'auxiliaire de vie qui va tenir la main. C'est l'auxiliaire de vie qui va tenir la main, qui va fermer les yeux, qui va faire le compte-rendu de ce qui s'est passé jusqu'au bout aux enfants et qui va aller travailler après, qui va faire sa deuxième prestation. Voilà. Ouais. Donc c'est quand même, voilà, c'est un extrême, mais ça arrive souvent, ça. Ça arrive très souvent. Et donc là, on mesure en fait la place essentielle qu'elles ont. Elles sont essentielles. C'est pas qu'elles sont utiles, non, c'est qu'elles sont essentielles. C'est-à-dire que sans elles, au moment du coronavirus par exemple, on y est encore un petit peu, mais au moment où c'était très tendu, on ne pouvait plus sortir, elles ont continué à travailler sans masque, sans protection, et ça n'a posé de problème à personne. Et là, on les laissait sortir et on les laissait circuler librement. Donc, il y a un essentiel à 2 poids, 2 mesures quand même. Il y a certains qui le sont plus que d'autres. Il y a peut-être ceux aussi qui ont plus de capacité de mobilisation, qui peuvent le faire. Quand on considère qu'il y a un groupe de personnes qui vont certainement moins facilement se mobiliser, peut-être qu'on peut aussi ne pas leur accorder autant de droits ou autant d'intérêts. Mais il faut bien se rendre compte que voilà, c'est une place qui est essentielle, que ces femmes-là, elles prennent à cœur leur travail, qu'elles le font extrêmement bien pour la majorité d'entre elles, et que cet attachement, en fait, peut leur être défavorable à certains moments parce qu'il y a du chantage affectif qui est fait de la part de l'employeur. L'employeur, il sait qu'on est attaché aux personnes âgées, il sait qu'on ne va pas faillir, qu'on fera tout pour être là et pour faire le travail. Et donc, c'est à ce titre-là, moi-même, en tant que journaliste, j'aurais pu résister, j'aurais pu dire, mais non, en fait, dire à chaque fois qu'on me disait, mais Ixchel, il faudrait que tu ailles faire cette prestation parce qu'on ne peut pas refuser cette prestation, parce que sinon, ça ne se fait pas de refuser, donc là, comme on n'a personne, il faut que tu y ailles. Et j'arrivais pas à dire non. Parce qu'il arrivait toujours à retourner les choses de manière très humaine et très gentille en disant que finalement, je serais aussi gagnante et puis je ferais du bien à quelqu'un en bout de chaîne en fait. Donc le chantage affectif, il fonctionne à plein tube et vraiment c'est assez pervers en fait d'utiliser ça pour finalement faire craquer les gens au bout d'un moment qui vous disent non, je peux plus. Moi, plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des situations où je m'occupais d'une dame qui avait la maladie de Parkinson, qui était très avancée, et je leur avais dit que je ne me sentais pas, en fait, de m'occuper de personnes qui avaient une maladie très avancée parce que je ne me sentais pas formée pour, en fait, et que j'avais peur de mal faire, de mal réagir ou de ne pas faire correctement. Et en fait, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, tu vas continuer à y aller. Parce qu'on n'a personne à ta place, donc il faut que tu le fasses. Et même si tu dois tenir 3 semaines là comme ça, on va essayer de te remplacer, mais pour le moment, il faut le faire. Évidemment, et si je disais non, ça voulait dire que cette dame, elle avait personne en fait pour s'occuper d'elle. Donc c'est très très vicieux en fait comme approche, comme manière de présenter les choses à quelqu'un, sachant que cette personne-là, si elle voulait, elle pouvait très bien changer d'entreprise. Voilà, mais ma réflexion, elle n'est pas allée jusque-là. Moi, je voyais bien qu'elle était en souffrance et qu'elle était quand même bien quand j'étais là, donc j'ai continué à y aller. Est-ce que c'est ce chantage affectif et est-ce que ça joue sur la relation de travail? Est-ce que les aides à domicile, les auxiliaires de vie que vous avez l'occasion de rencontrer vous font part de tels comportements? C'est quelque chose d'extrêmement classique. Effectivement, il est très fréquent qu'elles renoncent à des droits volontairement pour s'occuper d'une personne pour laquelle elles ont beaucoup d'empathie. Enfin, moi, les professionnels qu'on reçoit, elles sont extraordinaires. Et la crise sanitaire l'a démontré, s'il fallait encore le démontrer. C'est-à-dire qu'effectivement, souvenez-vous, à l'époque, il n'y avait ni gel, ni masque, on ne savait pas ce qu'était cette cochonnerie de virus.
Et on avait tous la boule au ventre, on était tous confinés chez nous. Et puis moi, je me mettais à la fenêtre pour respirer un petit bol d'air pendant ce confinement. Et puis je regardais qui allait bosser, puisqu'il y avait quand même la vie qui continuait. Et elles étaient là. Et quand on a discuté avec elles, puisqu'on avait mis en place un numéro de téléphone qui servait un peu de soutien psychologique, juridique, de soutien tout simplement, elles avaient cette peur, mais elles arrivaient à l'enfouir très profondément, avec à l'esprit, mais si je ne vais pas chez telle dame, elle n'aura pas de quoi manger. Si je ne vais pas chez ce monsieur, il n'aura pas de toilette. Et c'est sidérant, et moi je suis en admiration, honnêtement, devant ce dévouement, mais qui présente un côté pervers que les entreprises utilisent, évidemment, cette espèce de chantage affectif. C'est quelque chose qui devrait faire l'objet de formation aussi. Voilà, parce Bien que sûr. ça aussi, il faut apprendre à avoir du recul, à savoir se protéger, parce que s'occuper des autres, c'est d'abord s'occuper de soi aussi, ce qu'on oublie quand on est lié par ce sentiment d'amour. Je n'ai pas peur de dire le mot pour les personnes dont on s'occupe. Et moi, j'ai des professionnels formidables. Au quotidien, des héroïnes, quoi. Et en face de ça, qu'est-ce qu'on a ? Vous parliez de la loi grand âge mise sous le tapis. Alors ça fait longtemps qu'on nous la met sous le tapis, on nous la met, on nous la remet sous le tapis. Alors le ministre de la Santé a dit ouais mais attendez, on va prendre des mesures dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça ira beaucoup plus vite qu'une loi grand âge. Certes, ils ont pris quelques mesures, c'est-à-dire qu'ils ont accordé des millions et des millions à des entreprises, à des associations, sans se préoccuper de ce qui allait revenir aux salariés. Et c'était édifiant. Alors moi qui ai suivi un peu les travaux législatifs, il y a eu des amendements, de nombreux amendements déposés, notamment par François Ruffin et le groupe LFI. Et tous ces amendements qui, somme toute, étaient simples, c'était dire, ok, on donne de l'argent public aux entreprises, en contrepartie, qu'ils fournissent des équipements de protection, qu'ils aient une prime, qu'ils aient une formation obligatoire, qu'ils aient un travail en binôme. Et tout ça a été balayé d'un revers de manche. Voilà. On a déversé de l'argent public dans ce secteur, tout modèle économique confondu, sans demander aucune contrepartie, aucune garantie. Bon, c'est un peu classique dans ce qui est des financements publics, mais là, après ce que ces salariés ont vécu, il a fallu une canicule, il a fallu une crise sanitaire pour se rendre compte dans quel état était ce secteur. Et ça pose le problème des salariés, mais ça pose le problème des citoyens. Et je crois qu'au-delà du travail syndical, je crois qu'il faut une mobilisation citoyenne autour de la question du vieillissement, de la perte d'autonomie, parce qu'on ne s'en sortira jamais. Alors c'est quelque chose qu'on découvre au moment où on y est confronté. Je pense que le travail qui est fait, votre ouvrage, je pense aussi au film de François Ruffin de Boules et Femmes, sont des choses qui, justement, éveillent un peu les consciences. Et pour avoir assisté à plusieurs projections du film de Boules et Femmes, y compris dans le milieu militant, oui, on a tous la larme à l'œil et puis on découvre une réalité qui est celle de ces centaines de milliers de femmes et que personne ne peut ou ne veut voir surtout. Voilà. Et il faut qu'on mette ça, je crois, au cœur des campagnes électorales qui se profilent, parce qu'on ne peut pas se satisfaire des demi-mesures qui, en fin de compte, ne changent pas le quotidien extrêmement pénible de ces femmes, puisque ce sont très majoritairement des femmes. Mais justement, alors, il y a là un vrai enjeu sur le maintien à domicile, les salariés d'un côté, les personnes âgées, la situation qui leur est faite, et de l'autre, ces salariés qui sont elles aussi maltraitées. Alors, pourquoi ces femmes ne parviennent-elles pas à s'organiser pour peser ? Vous me disiez lorsqu'on préparait ce webinaire que vous n'aviez pas rencontré de salariés syndiqués. Vous, Stéphane, vous rencontrez des salariés syndiqués ou pas syndiqués. Vous avez l'un et l'autre fait part de l'isolement de ces femmes et qui n'est pas de nature justement à créer de l'en commun de travail et donc à générer un semblant d'organisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il n'y a pas rien quand même. Il n'y a pas rien. C'est que pendant que je faisais l'immersion, il y a un collectif qui s'est monté. On parlait de collectif tout à l'heure. C'est pas inintéressant. Je trouve même que c'est assez inédit en fait.
le collectif La Force Invisible des aides à domicile, c'est un collectif qui est parti d'une personne, une auxiliaire de vie, qui était toute seule avec ses problèmes et qui s'est dit il faut que je partage ça. Alors beaucoup par les réseaux sociaux, c'est parti par Facebook en fait. Et aujourd'hui, donc c'est devenu un collectif, c'était un collectif, c'est devenu une association. Elles sont 6000 adhérentes quand même à cette association, c'est pas rien. Elles sont maintenant organisées par région. Je trouve ça intéressant que ça existe, que ça vienne par le bas, que ce soit quelque chose de spontané et qu'il y ait une prise de conscience et une espèce de regain de besoin de dignité en fait. C'est beaucoup ce que je sens à travers ce collectif. Et aujourd'hui, par les réseaux sociaux, c'est utile d'une certaine manière parce que ça permet de partager les problématiques salariales. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal que mon avenant 43, je touche moins d'argent alors que je devais en toucher plus? Est-ce que c'est normal si je veux faire une rupture conventionnelle, comment je dois faire? Si je suis en arrêt maladie, qu'est-ce que je dois faire? Donc il y a un partage quand même d'expériences et de connaissances. Pour certaines d'entre elles, elles sont aussi syndiquées. Donc je trouve ça très intéressant qu'il y ait une alliance à la fois syndicale et de ce collectif, parce que ça va dans le même sens en fait. La bataille et la lutte, elle va dans le même sens. Il y a une réelle volonté de se réapproprier ses droits, une réelle volonté d'être en lumière, soi-même, par soi-même, de dire à un moment donné, on est là, et vous devez compter sur nous, et on existe, et on a une dignité, et de revendiquer ça, je pense que c'est extrêmement important, et que c'est important que ça vienne aussi par elle-même en fait, parce que c'est un peu le premier pas du syndicalisme en fait, quelque part. C'est vers là que ça va en fait, c'est vers là que ça tend, c'est-à-dire une organisation collective où on réfléchit ensemble à comment on va faire pour peser en fait, et pour se faire entendre. Et je trouve que c'est extraordinaire, quoi. Je pense que toutes les formes d'organisation sont les bienvenues. Effectivement, les réseaux sociaux apportent des nouveautés auxquelles on n'est souvent pas très bien préparé dans les syndicats, puisqu'on est quand même sur des choses un peu plus traditionnelles ou institutionnelles. Mais peu importe, beaucoup de collectifs se montent dans l'aide à domicile, dans d'autres secteurs professionnels, et c'est très bien. C'est pas du tout incompatible avec l'action syndicale, bien au contraire, ça peut être une première marche ou une force supplémentaire. Je disais tout à l'heure que la mobilisation elle doit être citoyenne, parce que ça ne peut pas concerner que les professionnels. Ça doit concerner tous les citoyens, on est tous confrontés, on va tous vieillir, voilà, et on a envie de bien vieillir tant qu'à faire, et dans les circonstances actuelles, ça va être compliqué de bien vieillir, de plus en plus. Donc moi, j'appelle bien sûr toutes les personnes qui ont envie de résister, de lutter, à s'organiser collectivement, peu importe le moyen qu'elles choisissent. Et puis, dans les difficultés qu'on a à faire du collectif, c'est que le secteur il est extrêmement hétérogène. Il est partagé entre les services publics, entre le secteur associatif, le secteur lucratif, et on a aussi quand même 240 000 auxiliaires de vie qui sont employés par des particuliers employeurs, Tout à fait. Donc qui est un modèle non lucratif, mais qui, malgré tout, connaît les mêmes travers que les autres secteurs, le problème de l'empathie, de la renonciation au droit, l'absence de droit parfois sur certains thèmes. Donc c'est tout ça qui rend les choses un peu difficiles. Et là-dessus, on progresse, puisque le 23 septembre, ça a été une première. On a réussi à fédérer les 4 principales fédérations CGT concernées par le secteur large de l'aide à domicile. On a réussi à avoir une action commune, voilà, et ça c'est une première où on s'est dit mais c'est les mêmes métiers, c'est les mêmes contraintes, et même si on n'a pas la même convention collective, il faut qu'on unisse nos forces. C'est un premier pas qui en appelle d'autres, très vite, j'espère. Il se profile une journée d'action, semble-t-il, le 11 janvier, qui devrait réunir les différentes fédérations. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a une campagne présidentielle. C'est le moment de faire traverser nos idées et de les faire partager dans toute la société. Un moment où on va déposer son bulletin de vote, il faudra s'appuyer sur un programme qui tienne compte du vieillissement de la population et qui tienne compte de la précarité insupportable du secteur, quel qu'il soit.
Oui, je voulais juste ajouter un truc, c'est qu'effectivement, il y a la lutte syndicale, la lutte sur les droits. Et effectivement, il y a mené aussi un regard à changer sur l'opinion publique, en fait. Parce que la vieillesse et la dépendance, c'est un tabou et que personne n'a vraiment envie de voir ça en face parce que ça dérange, c'est désagréable, un peu comme le handicap aussi. Voilà, c'est des thèmes qui sont difficiles, qui sont lourds. Mais je pense que là, il y a quand même une étape qui a été franchie dans la mise en lumière et dans la visibilité de ces métiers-là, grâce à cause du Covid, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est évident que ça a rendu plus pointu cette question-là et que je pense qu'il faut aussi travailler du côté de l'opinion publique pour se dire que c'est pas parce qu'on parle de la question de la dépendance et de la vieillesse que c'est la déprime. Mais au contraire, c'est parler de ça maintenant, c'est essentiel pour tout le monde. Ça concerne chacun d'entre nous à différentes étapes de la vie, mais ça va nous concerner personnellement à un moment donné. Donc on ne peut pas mettre ça sous le tapis, c'est pas possible, quoi. C'est là-dessus qu'il faut vraiment se dire soyons positifs sur ces points-là, parce que sinon on n'avance pas, quoi. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. On a reçu beaucoup de questions des internautes. On va tâcher d'y répondre autant que faire se peut dans les 10 minutes qui nous restent. Alors, beaucoup de remarques sur la misère, sur justement des personnes en situation difficile, qui s'occupent d'autres personnes en situation difficile, des remarques et des questions sur le manque de formation, sur parfois des pathologies lourdes qui sont confiées à des personnes qui n'ont pas la moindre formation et la moindre information sur ces pathologies. Donc, quelques questions très précises. Les besoins de maintien à domicile explosent. Les départs en retraite dans le secteur sont nombreux. Comment on va faire ? Oui, c'est une vraie question. C'est un peu ce que je disais là, c'est qu'en fait, c'est de toute urgence. C'est un sujet de toute urgence. Là, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec vous sur la campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a une pression là à mettre à l'agenda pour le prochain qui sera élu, que comme certaines grandes lois ont été prises en compte dès le début d'un mandat, celle-là devrait en faire partie, en fait. C'est essentiel. Donc là, il faut que toutes les personnes du secteur, en fait, et toutes les forces se mettent en ordre de bataille pour imposer ce sujet-là. Le film de François Ruffin et Gilles Perret fait partie des outils qui ont permis de faire prendre conscience d'une évidence. Mais n'empêche que des fois, quand c'est trop évident, on ne le voit pas. Donc il faut des fois mettre des mots, mettre des images sur des choses qui sont pourtant bien là et qu'on vit tous pour un grand-père, pour un proche, etc. Mais des fois, il faut l'objectiver. Donc là, c'est fait. Donc maintenant, il faut passer à un certain nombre de revendications sur la refonte d'un secteur et d'un système qui bat de l'aile, qui ne fonctionne pas. Je crois que de toute façon, on va vivre une situation explosive parce qu'effectivement, il y a un problème démographique, il y a un vieillissement très rapide de la population et il y a un nombre de départs en retraite ou de départs pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, qui est tellement important. Qu'il va y avoir un vrai problème et un vrai décalage entre l'offre et la demande et il sera trop tard pour réagir parce que pour former, recruter les centaines de milliers de professionnels qui vont manquer dans les années qui viennent, c'est même pas dans 50 ans, c'est dans les 6, 7, 10 ans qui viennent peut-être. Comment va-t-on faire ? Et si on n'y réfléchit pas maintenant, on va dans le mur. C'est ça. Il y a quelque chose de contradictoire quand même entre le fait de vouloir privilégier à tout prix le maintien à domicile sans donner un seul moyen à ça. Parce qu'on sait bien que les EHPAD ne pourront pas absorber cette quantité phénoménale de personnes âgées qui vont arriver en situation de vieillissement, de dépendance. Et donc si on met le curseur sur le maintien à domicile sans aucun moyen, ça paraît complètement absurde en fait. Une question qui nous arrive, à l'heure où on parle de qualité de vie au travail, alors comment peut-on parler de qualité de vie au travail quand on ne peut pas vivre de son travail ? Oui.
C'est une vraie question. J'aimerais avoir la réponse. Alors j'en ai quelques-unes, effectivement. La première serait une revalorisation immédiate et importante des salaires, parce qu'il y a des effets d'annonce, mais la réalité, c'est qu'on a tellement de retard que même si aujourd'hui on me disait allez 10% d'augmentation, ça ne serait pas suffisant. Alors ça peut paraître astronomique, mais non, la réalité c'est ça. C'est qu'il faut qu'on se donne les moyens d'avoir la possibilité de correctement rémunérer les salariés. Moi je le répète souvent aux entrepreneurs que je rencontre dans le cadre de la négociation collective. Si vous n'êtes pas capable de former et de rémunérer de façon décente les salariés, est-ce que votre modèle économique a du sens ? Parce que s'il n'en a pas, retournons vers un grand service public de l'aide à l'autonomie. Ça aurait du sens pour le coup. Une question très précise. Comment je fais pour me syndiquer corollaire, comment fait-on pour créer un syndicat départemental d'aide à domicile? Alors peut-être Stéphane, comment on fait? Il suffit de s'adresser à une union locale. On a à la CGT un peu plus de 800 unions locales qui sont des structures syndicales de proximité. C'est le bon endroit. Et puis il y a aussi des fédérations selon le secteur dans lequel on travaille, associatifs, services publics, dans le privé ou pour des particuliers employeurs. Donc se syndiquer, c'est important. Se syndiquer, c'est retrouver le collectif qu'on a défait dans ce secteur. Et il faut vraiment qu'on le retrouve parce qu'on voit bien que dans les endroits où il y a une communauté de travail, quand ça ne va pas, ça résiste. Quand on est isolé, seul, et en plus précaire, on s'enfonce, on ne trouve pas de solution tout seul. Et y compris, on n'a même pas la perception parfois des difficultés, du burn-out qui peut intervenir après 8 mois parce qu'on est seul. Et c'est le collectif qui fait prendre conscience des contraintes qui sont souvent inacceptables. Alors Ixchel, on a des remarques sur les glissements de tâches. Ah oui, tout à fait. Alors est-ce que vous l'avez éprouvé? Est-ce qu'on vous a demandé de faire des tâches pour lesquelles vous n'étiez pas rémunéré ou que vous n'aviez même pas le droit de faire? Oui, en fait on ne s'en rend pas compte. Quand ça glisse, quoi. Vraiment, c'est-à-dire, c'est à proprement parler un glissement de tâches. C'est-à-dire que sur par exemple les toilettes, je me suis retrouvée à laver des gens, à nettoyer des gens, alors que je n'étais pas formée pour. Et je l'ai fait parce que si je le faisais pas, en fait, la dame, elle se lavait pas, en fait. C'est juste aussi simple que ça, en fait. Donc, oui, je lui ai coupé les ongles, je ne devais pas lui couper les ongles, j'ai fait un tas de trucs qui ne devaient pas être faits, je suis largement sortie de mes prérogatives, j'ai fait des choses qui n'étaient pas dans les demandes, et je pense que c'est quelque chose qui est très courant, le glissement de tâches. C'est à peu près tout auxiliaire de vie fait un glissement de tâches par prestation, quoi, en gros. C'est y compris... Ce glissement de tâches, il est voulu, et notamment par le secteur lucratif, d'ailleurs à qui on a fait un pont d'or, puisque désormais, avec une formation de 2 jours, je crois qu'on peut s'occuper de changer une trachéo, de choses comme ça. Donc on voit bien qu'il y a cette volonté, justement, de tirer des choses vers le bas, de confier des tâches médicales à des personnes qui ne sont pas formées. Et effectivement, la ligne jaune est très souvent franchie au quotidien. Dans le quotidien des auxiliaires de vie, il n'y a pas de geste anodin. Effectivement, une toilette peut paraître naturel, mais c'est tout sauf simple, je pense. Il y a plein d'autres actes qui sont extrêmement complexes et qui devraient nécessiter à minima de la formation, mais surtout d'avoir une assistante complète de ces personnes. Il y a des infirmières, il y a des médecins, je veux dire, chacun son travail. Et puis j'ai remarqué aussi qu'effectivement les auxiliaires de vie étaient un peu tenus à l'écart d'un certain nombre d'informations importantes qu'il faudrait avoir, notamment sur le dossier médical et sur les médicaments. C'était très cloisonné, mais en fait, moi, je me suis retrouvée à quand même à faire un pilulier avec une dame qui avait la maladie de Parkinson et qui parfois perdait un peu la mémoire, donc à pas être très sûre de ce qu'on était en train de faire. Donc j'ai essayé de mémoriser le bon pilulier avec les bonnes couleurs. Enfin, vous voyez le truc, c'est quand même un petit peu approximatif tout ça, alors qu'on est quand même en train de prendre des médicaments qui sont pas anodins. Donc le fait que les auxiliaires de vie n'aient pas accès, ne puissent pas partager des informations qui sont sensibles avec des infirmières qui passent ou avec
la famille, c'est un problème aussi. C'est-à-dire, on veut bien que vous fassiez tout, mais sans avoir aucune information, parce qu'on considère que vous n'avez pas à les avoir, parce que vous n'êtes pas formé, parce que vous êtes moins payé, parce que vous êtes considéré comme une femme de ménage. Et en fait, non, on n'est pas juste une femme de ménage. On est beaucoup plus. 2 questions en une. Hein. Après le film de François Ruffin, le gouvernement va-t-il changer des choses? Et il m'arrive là, est-ce que les pouvoirs publics n'ont-ils pas déjà des réponses? Et ce sera la dernière question, non, car il ne nous reste qu'une minute. Pour avoir fait plusieurs ciné-débats après le film de François Ruffin, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Ce film, il va permettre de changer de regard pour l'opinion publique, pour tous les spectateurs qui iront voir ce film et pour l'émotion qu'il suscite quand on voit ce qui se passe dans les maisons avec ces auxiliaires de vie qui sont cassés, qui sont abîmés, qui sont maltraités. Mais du point de vue de l'exécutif, je ne vois pas trop malheureusement l'effet là qu'il peut avoir. Non, Je pense que les réponses, ce n'est pas les pouvoirs publics et les politiques qui les ont, ce sont les salariés du secteur. Il faut vraiment qu'ils se mobilisent. On les invite d'ailleurs à signer la pétition mise en ligne sur notre site sap-cgt.social. Il faut que cette pétition grandisse. Et puis je crois qu'il faut qu'on se réunisse et qu'on milite très fort pour que effectivement les pouvoirs publics et les futurs candidats prennent conscience du problème et qu'ils nous apportent des solutions. Mais ça ne va pas sortir spontanément de leur petite poche. D'accord. Nous vous remercions, Michel, d'avoir participé à ce webinaire. Merci. Et d'avoir pu témoigner de cette expérience. Merci Stéphane d'avoir apporté votre expertise syndicale. On va revenir avec ce même format sur Solarity TV et d'autres invités. En attendant, on reste en contact via notre page Facebook, nos réseaux sociaux et sur le blog cgt-social. Non. C'est pas grave, on va l'afficher à l'écran. sap-cgt.social. Et en tout cas, à mon tour, je vous remercie, Ixchel, parce que ce témoignage poignant, il contribue aussi et il nous aide aussi beaucoup à faire connaître les problèmes du secteur et c'est important. Merci à vous. Merci.